Dans la première partie du webinaire, nous avons évoqué les raisons pour lesquelles il est intéressant d'utiliser l'intelligence collective au sein de vos équipes. Les origines, les avantages et les piliers fondateurs de l'intelligence collective. Dans cette deuxième partie du webinaire, je vous propose d'aborder des outils, des techniques, des astuces pour concrètement, en tant que manager, les utiliser au sein de vos équipes ou dans vos environnements de travail. L'idée n'est pas que vous utilisiez tous, mais que vous puissiez en piocher, choisir ceux qui vous conviennent, les expérimenter et au fur et à mesure étoffer votre boîte à outils. Hem, Howard Bloom met en évidence, 2 dimensions de l'intelligence collective dans sa définition. Ce sont les contributions individuelles à une communauté et la capacité de cette communauté à utiliser ces contributions. Je vous propose d'aborder cette deuxième partie en premier, c'est-à-dire comment créer un environnement qui soit propice à l'intelligence collective. Cela passe par 3 dimensions. Créer une culture de la collaboration, favoriser la communication ouverte, non jugeante, et enfin valoriser la contribution de chacun. Pour chacun de ces items, quelques astuces que je vais vous énoncer de façon un peu à la Prévert et que vous pourrez aller piocher sur le net plein d'explications ou vous rapprocher de moi si vous voulez qu'on en parle ultérieurement. Première chose, créer une culture de la collaboration. Ça passe par organiser des ateliers de co-création, des sessions de brainstorming interservices par exemple, inviter des experts externes pour ouvrir de nouvelles perspectives, sortir du cadre habituel. Utiliser des techniques comme le design thinking, qui est une technique utilisée dans le marketing pour créer de nouveaux produits et répondre aux attentes d'un public, mais qui est tout aussi utile et pertinente pour créer de nouvelles organisations, de nouveaux fonctionnements au sein d'une entreprise, d'un collectif de travail, quel qu'il soit. Ça passe aussi par encourager le travail en petits groupes interdisciplinaires, former des équipes projets avec, des membres de différents départements, mettre en place, des systèmes, de rotation de postes pour favoriser la polyvalence ou créer des espaces de travail ouverts qui vont favoriser les échanges informels, spontanés, avec un environnement plutôt détendu, qui stimule, l'envie de partager. Pensez également à utiliser des outils collaboratifs en ligne qui sont vraiment précieux, pour, structurer, organiser, les échanges en intelligence collective. J'en cite 3 parce qu'ils ont 3 dimensions différentes. Il y en a d'autres dans les mêmes domaines, mais c'est les plus connus. Trello est un outil de gestion visuelle du travail qui permet aux équipes de gérer n'importe quel type de projet ou flux de travail de manière à suivre ses avancées, suivre les idées, les tâches, de les proposer, de les planifier, de gérer, le travail en équipe. Slack, lui, est une plateforme de communication collaborative qui permet de créer des groupes de discussion simples et instantanés. Miro, quant à lui, simplifie le travail, des équipes en organisant, des réunions ou des ateliers sur la base de templates qui existent déjà, des formes déjà, dans l'outil, comme des mind mapping, comme, des workflows agiles, enfin plein d'outils qui existent déjà sur cette plateforme-là. Miro est particulièrement utile, ça vous évite de réinventer l'eau chaude. Tout est sur place. Enfin, 2e point qui consiste à, pour développer un environnement, propice à l'intelligence collective, c'est favoriser une communication ouverte et non jugeante. En quelque sorte, développer les compétences relationnelles, développer les compétences en communication interpersonnelle. Heu, Mettez en place des réunions régulières pour donner l'habitude à chacun de prendre la parole et autour, du partage d'avancées, de défis, de difficultés. Vous pouvez également utiliser lors de ces réunions ou d'autres réunions,
prendre l'habitude d'utiliser des boucles de rétroaction, des feedback loops, qui permettent à un collectif de travail d'ajuster en continu les processus collaboratifs en évoquant ce qui est confortable dans la manière de travailler, pas sur le contenu, pas sur le quoi, mais sur le comment on fonctionne. D'évoquer ce qui est un peu plus inconfortable, de faire donc des demandes au collectif, proposer des ajustements au collectif. Vous pourriez créer des canaux de communication transparents entre la direction et les employés sur certains sujets. En tout cas, d'une manière générale, ça consiste à encourager l'empathie et le respect mutuel au sein des équipes. Vous pourriez proposer de la formation sur l'écoute active ou sur la communication non violente. Troisième dimension, valoriser la contribution de chacun. Vous pourriez penser à mettre des réunions de créativité récompensées, des séances de travail, de brainstorming régulières, où toutes les idées sont accueillies sans jugement, et qui plus est, qui se termine par la remise d'un prix symbolique pour l'idée la plus originale ou la plus audacieuse. Pensez quand même pour générer de la créativité, à créer une ambiance qui soit ludique et décontractée. Donner des feedbacks réguliers, inscrire cela dans vos pratiques quotidiennes va être particulièrement aidant pour aller chercher de la contribution, valoriser la contribution de chacun. Ça commence donc aussi par instaurer des points individuels réguliers avec vos collaborateurs pour pouvoir donner du feedback régulièrement. Se former ou former vos managers à donner des feedbacks, qu'ils soient positifs ou correctifs, d'en faire des feedbacks qui soient constructifs et motivants pour les collaborateurs, pour ceux qui les reçoivent. Vous pourriez mettre en place un système de reconnaissance par les pairs, PIA-IRS, et souligner les réussites individuelles lors des réunions d'équipe, assez classiquement. D'autres initiatives sont possibles, comme par exemple des murs de contribution dans des espaces ouverts à tous, genre la salle de pause café. Vous pourriez mettre des sujets comme par exemple, je sais pas, le produit phare dans 5 ans ou comment soulager les employés dans la société des contraintes organisationnelles personnelles avant d'arriver au travail. Enfin, bon, tout sujet que vous voudriez. Et chacun peut poster ou écrire son idée, contribuer, afficher sa contribution et de le faire de manière tout à fait informelle, en allant chercher un café ou en allant faire une pause à cet endroit-là. Vous pourriez penser à organiser également des déjeuners avec la direction pour des employés qui sont méritants, permettre aux collaborateurs, par exemple, de consacrer du temps à des projets personnels innovants sur leur temps de travail. L'essentiel est de créer une culture qui valorise et encourage la contribution, qui favorise l'envie de s'engager à participer sur un objectif commun. À présent, je vous propose d'aborder des outils qui sont qui sont des techniques de facilitation, des outils qu'utilisent les facilitateurs. Alors, nos boîtes à outils sont beaucoup plus complètes que ce que je vous propose, mais c'est un extract de quelques outils qui pourraient vous être bénéfiques, utiles, et peut-être que vous connaissez déjà pour les avoir vécus et que vous pourriez utiliser en tant que manager. Ces outils vont vous permettre d'instaurer un management participatif, d'encourager la prise de décision ou d'exploiter la diversité des personnes qui sont présentes. Premier point, comment instaurer un management participatif? D'abord, par la façon dont vous allez vous animer vos réunions. Donc, 3 techniques. La première, les brainstorming, qui a pour but d'obtenir un maximum d'idées, donc encourager la génération rapide d'idées sans jugement dans un temps limité.
Comment? Ben, ça va passer par le classique brainstorming, où les idées fusent oralement dans tous les sens. Enfin, elles sont notées quand même, sont prises en compte. Le brainwriting, qui consiste à les écrire sur des post-it pour éviter qu'il y ait des influences respectives. Euh, vous pourriez également utiliser un brainstorming un peu particulier qu'on appelle le brainstorming inversé, qui consiste à chercher les causes de l'échec, à identifier les risques potentiels d'une situation, d'un problème, d'une solution. Quoi qu'il en soit, les astuces pour utiliser le brainstorming, la première qui est fondamentale, c'est la manière dont vous définissez le problème. euh, Définissez-le le plus clairement possible et sous forme de questions. C'est plutôt aidant pour que les contributions aillent bien là où vous voulez qu'elles aillent toucher la cible. Euh, Encouragez toutes les idées sans jugement et notez toutes les suggestions. Ça veut dire ne pas omettre, ça veut dire ne pas interpréter, déformer, orienter les suggestions, les idées qui sont proposées. Il arrive qu'on ne comprenne pas, que les participants ne comprennent pas tout à fait l'idée, donc une question de clarification pour comprendre l'idée est posée, mais en aucun cas l'omettre ou la transformer, ou l'interpréter, pire encore. Enfin, pensez ensuite à regrouper ces idées et les évaluer par des systèmes de cotation. Je pense à l'un tout de suite, c'est tête, cœur, corps. Tête, la plus sensée, logique. Cœur, celle qui, indépendamment de la logique, inspire le plus d'envie. Et le corps, celle qui, quand même, serait la plus facile à mettre en œuvre, la plus évidente, parce que fonctionnellement plus facile à mettre en œuvre. Deuxième technique pour rendre vos réunions plus participatives, eh bien, le Word Café est un outil que vous avez déjà pu utiliser dans des séminaires et que vous pourriez réutiliser au sein de vos collectifs de travail du moment que vous êtes trois. Pardon, trois par sous-groupe, par table, donc 9 au total, vous pourriez utiliser le Word Café. Il consiste à favoriser les discussions approfondies en petits groupes. Le principe consiste à créer des sous-groupes pour discuter de questions précises en échangeant en changeant de sujet de discussion à chaque tour de table. Comment? Eh bien, vous organisez plusieurs petites tables en fonction du nombre de personnes à partir d'un thème central, des questions différentes traitées, des sous-thèmes différents de cette même question. Et les participants s'assoient à une table, une partie, la moitié, enfin un tiers ou la moitié, en fonction si on a deux, trois ou quatre, un quart, s'assoient à une table et échangent sur cette question pendant 15-20 minutes avant de changer de table. Sur chaque table, un hôte qu'on appelle hôte de table est maintenu. Il va avoir comme mission de résumer les discussions du groupe précédent pour le suivant. Les astuces pour utiliser le Word Café, c'est de favoriser la diversité de chaque sous-groupe. Ensuite, d'utiliser des questions ouvertes pour stimuler la réflexion. Enfin, après plusieurs tours, réunissez les idées principales, pas toutes, mais les principales, en plénière. Troisième technique pour rendre vos réunions plus participatives et les animer de manière plus participative, ce qu'on appelle la méthode des 6 chapeaux de réflexion de Howard de Bono, ou chapeau de Bono, qu'on utilise aussi comme terme. Le but est d'examiner un problème sous différents angles. Changer de perspective en utilisant des chapeaux symboliques ou physiques qui représentent chacun un mode de pensée différent. Les participants portent symboliquement ou à tour de rôle, tour à tour, les 6 chapeaux de couleurs différentes, chacun représentant un mode de pensée. Le blanc représente les faits, les informations objectives. Les rouges, les émotions, les intuitions. Les noirs, les risques
les dangers, les difficultés potentielles. Le jaune, les avantages, le côté positif, les opportunités. Le vert, la créativité, les nouvelles idées, les plus farfelues. Le bleu, le processus, c'est le gardien du processus et de la vue d'ensemble. L'astuce pour animer ces chapeaux de Bono, c'est d'abord de bien expliquer chaque rôle en amont pour que chacun comprenne. Et pourquoi pas de vous étoffer d'un certain nombre de questions qui vont vous aider à exprimer, prendre l'état d'esprit de la couleur qui est présente à ce moment-là. Ça permettra de faire émerger des réponses dans le sens de ce qu'on veut, de la couleur. Pardon, du mode de pensée. Faire tourner les rôles pour que chaque participant explore différentes perspectives. Ensuite, utiliser cette technique est particulièrement utile, pertinente, pour des discussions qui sont complexes ou conflictuelles. En termes de management participatif, vous pourriez utiliser également des méthodes de résolution collective de problèmes de manière innovante et collective. Des exemples de méthodes de résolution, c'est, pour commencer, la méthode des 5 whys. Le but est de faire émerger les causes profondes d'un problème et de le faire en groupe. Le principe, on pose la question « Pourquoi ?» à 5 reprises différentes pour aller creuser, remonter aux origines du problème et impliquer toute l'équipe dans cette recherche. L'astuce serait de combiner cette méthode avec un brainstorming pour générer des solutions à chaque étape. Toujours dans les méthodes de résolution collective de problèmes, on peut citer l'analyse SWOT, que vous connaissez peut-être par ailleurs, qui consiste à évaluer les forces et faiblesses, les opportunités, les menaces d'une situation. Le diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle également le diagramme en arête de poisson, parce que chaque arête représente une dimension d'une problématique. À la queue, le problème du poisson, en tête, ce qu'on veut obtenir, et on peut utiliser ce diagramme d'abord pour identifier collectivement les causes racines d'un problème et de le décomposer en branches, en arêtes, et on peut l'utiliser également ensuite pour faire émerger des solutions, toujours pour chacune des arêtes. La méthode QQOQ-CCP, qui consiste à structurer des questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, pour analyser une problématique, une situation de manière la plus large possible. Pour ce qui est d'encourager la prise de décision collective, 3 outils là encore. L'utilisation de la méthode du consensus pour obtenir une décision collective. Cette approche vise à obtenir l'accord de tous les participants sur une décision en intégrant divers points de vue pour aboutir à une décision commune plutôt que de simplement voter à la majorité. Le principe de cette méthode du consensus consiste à faire chercher par le groupe un accord collectif sans qu'aucun membre ne soit fondamentalement en désaccord avec la décision prise. La recommandation est de faciliter les discussions ouvertes où chacun exprime ses réserves, ses propos et propositions et proposer ensuite une phase de réflexion avant de prendre une décision. L'astuce pour que ça fonctionne consiste à fixer des règles claires pour les débats.
respecter les temps de parole et éviter les interruptions. Pensez aussi à utiliser des outils de visualisation pour synthétiser les points d'accord, les points de divergence. Et dernière recommandation, prévoyez un plan de recours, une décision par vote, si le consensus est trop difficile à atteindre. C'est une méthode qui parfois demande beaucoup de temps. C'est pour ça que vous pourriez vous porter également sur une méthode qu'on appelle la prise de décision par consentement. Cette méthode est assez similaire au consensus, mais avec une nuance importante. Au lieu de chercher l'accord unanime, on cherche l'absence d'objection fondamentale. Elle permet souvent une prise de décision beaucoup plus rapide que par consensus. Le principe consiste au fait que la décision est validée si aucune objection majeure, aucune objection importante et raisonnée, démontrée, argumentée, n'est soulevée par les membres du groupe comme empêchant l'atteinte de l'objectif. En clair, on pourrait dire: j'accepte de renoncer à 20% de ce que je pense parce que ça ne m'empêche pas de valider une décision. Je renonce à ces 20% parce que fondamentalement, ça ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif pour lequel on est réunis ensemble. Donc, comment pratiquer cette méthode? Expliquer clairement le sujet à discuter, laisser chaque membre exprimer ses objections potentielles et les résoudre si elles existent. L'astuce ou les astuces consistent à utiliser des tours de parole pour vérifier que personne ne se sent exclu du processus et inviter ceux qui s'opposent à proposer des ajustements plutôt que de simplement dire non. Ces deux méthodes favorisent la participation active de tous les membres d'un groupe et peuvent conduire à des décisions mieux acceptées, plus durables et plus engageantes pour le collectif de travail. Une troisième et dernière méthode que vous pourriez installer dans vos réunions, c'est celle qui consiste à permettre à l'un des membres de se faire l'avocat du diable. Les biais cognitifs peuvent influencer les décisions collectives et votre enjeu en tant que manager est de les minimiser pour favoriser une vraie intelligence collective. En encourageant la pensée critique et le désaccord constructif, vous allez lever ces risques-là, en tout cas répondre à cet enjeu de management. Ça consiste à nommer un défenseur du diable, un représentant, l'avocat du diable, pour chaque discussion, et il devra contester de manière argumentée systématiquement les idées proposées pour pousser une réflexion plus approfondie. Ça peut être assez ludique, bien sûr, avec prendre du recul, de la distance. Donc là, les astuces que je pourrais vous suggérer, c'est d'instaurer des tours de table systématiques pour que chacun puisse s'exprimer. Utiliser des techniques comme le brainstorming silencieux pour réduire l'influence des personnalités dominantes. Pourquoi pas introduire des techniques et des outils d'anonymisation. Anonymisation des idées lors d'un brainstorming pour éviter les effets de hiérarchie ou de domination. Anonymisation des votes pour éviter les pressions de groupe. Enfin, dernière rubrique d'outils. Comment exploiter la diversité, comment identifier et intégrer les forces de chaque membre de l'équipe. La méthode consiste à faire un bilan des compétences au sein de l'équipe pour identifier les forces de chacun. Des forces en créativité, en force d'organisation, de communication, d'analyse, peu importe. Comment? En utilisant des tests comme le MBTI, le DISC, pour mieux connaître les atouts de chacun, identifier les styles de travail des personnes qui constituent l'équipe.
Organiser des sessions, de team building permet également, dans la mesure d'identifier ses forces, dans la mesure où elles sont axées sur la découverte mutuelle des talents. L'astuce ou les astuces que je pourrais vous recommander, ce sera celle de créer des cartes de compétences de, l'équipe. Toutes tous les membres de l'équipe sont représentés et chacun, les compétences de chacun visibles, dans leur complémentarité, de manière à ce que on puisse aller, favoriser les échanges, l'acceptation des différences qui parfois sont source de tensions entre membres d'une équipe et valoriser, les ressources présentes au sein des équipes. 2e astuce, constituer des groupes de travail variés en termes de compétences et d'expertise pour résoudre des problèmes spécifiques. Enfin, encourager le mentorat et le partage de connaissances entre membres, aux compétences complémentaires. Nous avons fait le tour, de ce que je souhaitais vous proposer dans le cadre de ce webinaire. Vous l'aurez compris, toutes ces propositions sont à explorer, à comment dire? Expérimenter, approfondir. Vous avez de la ressource sur le net. Vous pouvez aussi, me contacter. Je serai ravie, de répondre à vos questions. N'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.